Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Fabienne Lemayeux, je suis rédactrice en chef au quotidien La Croix, qui est partenaire depuis quelques années avec les rendez-vous de l'histoire de Blois. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jean Meyer et Jean-Marie Gustave Leclésio pour cette heure et demie de discussion et de dialogue avec vous tout à l'heure autour de la figure historique majeure de l'histoire du Canada, qu'est Louis Riel. Alors, Louis Riel fut l'un des fondateurs de la Confédération canadienne à la fin du XIXe siècle. Il est le père de la 5e province canadienne, celle du Manitoba, dans l'Ouest canadien. Il a été un ardent défenseur de la culture francophone, des droits des peuples métis dont il était issu et des Indiens. Il fut un homme politique majeur en résistance contre les autorités fédérales canadiennes anglophones. Il dirigea 2 gouvernements métis et mena les révoltes fondatrices de la Rivière-Rouge en 1870 et du Nord-Ouest en 1885. Nous en reparlerons. Il fut aussi un auteur prolifique et en cela un formidable promoteur de la langue française. Ce prophète du Nouveau Monde, comme vous le nommez Jean Meyer, fut aussi animé par une foi intense et profonde, guidé par l'idée d'une nouvelle chrétienté. Alors, fut-il un mystique, un visionnaire ou un fou? Peut-être lèverez-vous cette énigme aujourd'hui. Autour de ce mythe fondateur, nous ferons entendre 3 voix, se croiser 3 regards. Celui du réalisateur Mathias Meyer d'abord, qui a travaillé à partir des journaux de prison de Louis Riel et qui dresse dans le film Louis Riel où le ciel touche la terre un portrait sensible de l'homme à la fin de sa vie, se préparant à la mort par pendaison, accusé de haute trahison à la couronne britannique. Nous montrerons ici plusieurs extraits de son beau film contemplatif et ces extraits illustreront notre propos et en même temps, je vous propose qu'ils en constituent la trame. Jean-Marie Gustave Leclésio, vous poserez votre regard d'écrivain sur Louis Riel, sur ses combats humanistes. Vous avez écrit la préface de Louis Riel, prophète du Nouveau Monde, de votre ami Jean Meyer, qui est traduit de l'espagnol par Albert Bensoussan. Il est paru au printemps dernier aux éditions Gallimard dans la collection Témoins. Alors vous, l'amoureux des civilisations amérindiennes, vous trouverez peut-être quelques correspondances à faire avec la résistance du peuple métis. Votre dernier ouvrage paru, le récit autobiographique Identité nomade, aux éditions Robert Laffont, donnait à voir le multiculturalisme dont vous vous réclamez. Et ce n'est peut-être pas sans lien avec les engagements de ce Louis Riel. Et en 2008, quand vous obtenez le prix Nobel de littérature, l'Académie suédoise célébrait à travers votre œuvre, je cite, « l'explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante ». Et il me semble que ces termes mêmes ne sont pas non plus sans rapport avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Jean Meyer, enfin, vous êtes historien et géographe. Vous êtes l'auteur de cette passionnante biographie qui guidera notre discussion. Vous êtes professeur émérite, vous vivez au Mexique. Vous êtes d'ailleurs franco-mexicain, il me semble. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ce pays, mais aussi sur l'histoire soviétique, russe, sur l'Ukraine et maintenant sur le Canada. Par ce livre sur Louis Riel, qui est le fruit de 50 années de recherche, vous nous en parlerez peut-être. C'est une histoire totale que vous donnez à voir, une histoire mondiale, une histoire tout à la fois économique, culturelle, politique, religieuse, de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et nous savons combien ce siècle a posé les fondements idéologiques et structurels des siècles suivants. L'histoire de Louis Riel est plus extraordinaire que n'importe quelle fiction, écrivez-vous. Vous y mettez en exergue les ressorts universels d'un destin extraordinaire et vous y concédez une part de partialité aussi, tout en vous attachant à une extrême rigueur méthodologique. Voilà, j'ai assez parlé. Et avant de regarder le premier extrait du ciel touche la terre, racontez-nous, s'il vous plaît, Jean et Jean-Marie, votre rencontre avec Louis Riel. Merci Fabienne, merci à vous tous d'être présents. C'est une récompense pour les auteurs, c'est une récompense pour notre fils. Je dis notre en pensant à ma femme mexicaine, notre fils Mathias, qui est donc métis, comme Louis Riel, et il a épousé une Canadienne métisse elle-même, puisque son père est libanais, sa mère est du Québec profond, du lac Saint-Jean, et
Louis Riel, je l'ai rencontré à l'université il y a 50 ans en préparant l'agrégation, et je ne l'ai jamais oublié. J'avais passé plusieurs années au Mexique où j'ai fait ma thèse de doctorat, et à un moment donné, pour des raisons de politique mexicaine, j'étais obligé de quitter le Mexique, et je ne savais pas si je pourrais y retourner. Et donc en 1970, je me suis mis à étudier sérieusement Louis Riel. Je suis allé au Canada, à Montréal. J'ai commencé à travailler dans les archives de l'archevêché de Montréal, puis à Ottawa, les archives de justice. Et ensuite, j'ai pu retourner au Mexique. Donc Louis Riel, il était toujours présent, mais je ne savais pas si un jour je terminerais ma recherche. Et c'est les hasards de la vie, le fait que mon fils, suivant sa femme canadienne, était installé au Canada et cherchait un sujet de film. Et je lui ai dit, il y a un personnage extraordinaire, c'est Louis Riel. Et à ce moment-là, je me suis remis au travail et finalement, voilà ce livre. Alors, vous n'êtes pas obligé de connaître l'histoire du Canada. Le Canada est un pays important, très important, mais un peu, ou beaucoup, méconnu. Bon, c'est une puissance économique, mais il n'a que 40 millions d'habitants. Voilà, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis non plus. Mais justement, il s'est défini un peu en contact permanent, mais en opposition défi aux États-Unis. Alors, le Canada, on dit le Canada naît en 1867, effectivement. L'organisation politique qui est aujourd'hui le Canada, elle naît à ce moment-là. Mais le Canada a une histoire millénaire, plusieurs millénaires d'histoire de ce qu'on appelle les nations premières. Aujourd'hui, au Canada, on n'emploie plus le mot indien. Le mot indien est proscrit parce que c'est une contre-vérité, erreur de colons. Donc on parle des nations premières ou des autochtones ou encore des aborigènes. Et les métis, qui sont le résultat du mariage entre les vraies nations premières, c'est-à-dire, pour simplifier, je dirais quand même indiens, et ces paysans français de l'ouest de la France, de Normandie, même de cette région, qui, à partir du XVIIe siècle, sont arrivés au Canada. Et, à la différence de ce qui se passait plus au sud, aux États-Unis, les anglo-saxons puritains n'ont pas frayé biologiquement avec les premiers habitants, alors que d'ailleurs, les missionnaires jésuites français se plaignaient de ce que nos gens, et ils parlaient donc de ces Français qui arrivaient au Canada, ont une véritable passion pour les femmes sauvages. Le terme de sauvage ne signifiait pas du tout ce que nous pensons aujourd'hui. Louis Riel, quand il parle de nos parents, il dit les sauvages. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Voilà. Donc, une très longue histoire avec la Nouvelle-France, et puis finalement la conquête par l'Angleterre, puis cette Angleterre, elle perd ses colonies anglo-saxonnes, et elle se retrouve avec une majorité de Français et d'Indiens dans son Amérique du Nord, britannique. Et c'est pour résister à la pression des États-Unis. Les États-Unis, en 1867, achètent l'Alaska, qui était une province russe, de l'Empire russe. Encore aujourd'hui, en Alaska, vous avez une présence orthodoxe, des églises typiquement orthodoxes. Et donc, tout d'un coup, cette Amérique du Nord britannique s'est vue presque prise entre deux feux. Les États-Unis vont chercher la continuité territoriale entre l'Alaska, qui est séparé de Washington, Oregon, etc. Et donc, pour résister aux États-Unis, on crée le Dominion. Pourquoi ça s'appelle Dominion ? Certains auraient voulu que ça s'appelle le Royaume du Canada, mais il ne fallait pas offenser les Américains. Il n'y a que des républiques en Amérique.
un royaume, ça serait trop. Donc le Canada naît, le Canada politique, pas le Canada, pas les Canadiens, naît à ce moment-là, 1867. Mais c'est uniquement à ce moment-là ce qu'on appelait les deux Canadas, c'est-à-dire le Québec, l'ancienne Nouvelle-France, et l'Ontario anglo-saxon. Et puis vous avez les immensités de l'Ouest, qui sont sous la souveraineté britannique, mais où il n'y a que des Métis et des Indiens, mais une compagnie qui existe encore aujourd'hui, qui est une grande entreprise capitaliste, qui s'appelle la Compagnie de la baie d'Hudson, a le monopole. Elle a été fondée au XVIIe siècle par le roi Stuart Charles II pour ses amis et parents, et ça s'appelait la Compagnie des aventuriers anglais. Et ils avaient le monopole des fourrures. Et les fourrures a été le grand négoce, la grande spéculation du XVIIe et XVIIIe siècle. Or, le Dominion, quand il naît en 1867, négocie avec la Compagnie de la baie d'Hudson pour pouvoir occuper les territoires du Nord-Ouest. Et on ne consulte pas les habitants. On considère qu'il n'y a personne. La terre est... Il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de titre de propriété. Les Indiens n'ont pas de titre de propriété. Les Métis franco-canadiens non plus, même s'ils sont déjà des agriculteurs. Ils sont toujours des chasseurs de fourrure et des chasseurs de bisons, comme leurs cousins indiens. Mais ils sont cultivateurs, ils sont agriculteurs, ils ont des églises, ils ont des écoles. Et arrive d'Ottawa le pouvoir et qui leur dit « vous n'êtes rien et vous n'avez rien ». Et c'est là que surgit Louis Riel, qui est un jeune homme de 24 ans, métis, que les missionnaires avaient distingué, ils avaient dit « ça va être le premier prêtre métis ». Ils l'ont envoyé étudier à Montréal, au grand séminaire. Il a terminé de brillantes études. Il n'avait pas la vocation sacerdotale. Et quand il revient chez lui, il parle parfaitement l'anglais et le français, le grec et le latin, il connaît un peu d'hébreu, il connaît du droit, parce qu'il a travaillé 1 an et demi en cabinet à Montréal, et il parle 3 langues indiennes, le Cree était la langue maternelle. Bien. Et c'est l'homme de la situation, parce que les gens sont consternés de cette invasion et ils sont dépouillés, et Louis Riel organise une résistance pacifique. On va l'accuser de rébellion. Il a toujours insisté, c'est une résistance avec grand R. Nous sommes des loyaux sujets de Sa Majesté britannique, nous demandons une seule chose, les mêmes droits que les sujets de Sa Majesté britannique. À 25 ans, il crée un gouvernement provisoire. Il oblige Ottawa à négocier. Et c'est ainsi que va naître la province du Manitoba. C'est une victoire qui ne va pas durer, parce que les accords ne sont pas tenus. Il était prévu 1 500 000 acres, ça doit faire divisé par 3, vous aurez les hectares. Pour les Métis, Ottawa signe une série de traités avec les Indiens. Rien ne sera respecté, ni pour les Métis, ni pour les Indiens. Et Louis Riel est pourchassé pendant plusieurs années. Il est élu constamment député fédéral pour représenter le Manitoba. Il ne peut jamais prendre possession parce que Ottawa est en Ontario et le gouverneur de l'Ontario a lancé un ordre d'arrêt contre Louis Riel. Finalement, Louis Riel se réfugie aux États-Unis. Et j'arrête là pour ne pas abuser de mon temps. Il y aura une seconde étape, 15 ans plus tard, qui sera la seconde résistance dirigée par Louis Riel, mais 1500 km plus à l'ouest. Parce que les Métis dépouillés et les Indiens aussi dépouillés sont partis vers l'ouest, territoire libre. Mais 15 ans après, le front de colonisation, le chemin de fer intercontinental, les barbelés les rattrapent. Et ils vont chercher Louis Riel aux États-Unis, où il était devenu citoyen américain,
pour qu'il les aide à se défendre contre cette offensive. Jean-Marie, qu'est-ce qui vous a attiré chez Louis Riel? Cette résistance? Oui, je ne vais pas reprendre l'exposé magistral que vient de donner Jean. Il est vraiment la personne qui a, je crois, le mieux compris et exprimé la révolte de Louis Riel. Je vais dire simplement en quelques mots pourquoi ça m'a intéressé, pourquoi l'histoire de Louis Riel m'a intéressé. Dans les années 70, j'avais une correspondance avec un écrivain québécois qui s'appelle Régent Ducharme. Nous échangions des lettres et il s'est fait qu'au cours de cet échange des lettres, il m'a parlé de Louis Riel. Et je crois que quelques mois plus tard, ayant la possibilité de visiter Montréal, je l'ai rencontré. J'ai rencontré Ducharme et naturellement, je lui ai posé des questions concernant Louis Riel. J'ai cru comprendre que, bien que ce ne soit pas officiel, Régent Ducharme se considérait comme très proche de la population métisse. Je ne sais pas s'il l'était vraiment. Est-ce qu'il a eu des ancêtres qui étaient amérindiens ou qui étaient autochtones ou sauvages? C'est bien possible, mais nous n'avons pas parlé de ça. Mais lui, il m'a parlé de Louis Riel comme de quelqu'un d'extraordinaire parce que c'était un homme qui s'est insurgé contre l'autorité du Canada anglophone. C'était l'époque où il y avait un contentieux très grand entre les Franco-Canadiens, les Québécois et le reste du pays. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, mais on était au bord de la sécession. C'était pratiquement une guerre civile qui allait éclater et les leaders des Franco-Canadiens réclamaient au moins l'autonomie, sinon l'indépendance. Ça a été soutenu aussi par De Gaulle, qui est venu dans ces années-là, en 68, je crois, il est venu à Montréal et il a terminé un petit discours par « Vive le Québec libre ». Et ça a été un très grand scandale parce qu'il officialisait la sécession des Franco-Canadiens et des Anglo ou des autres, parce que ce n'est pas que des Anglo-Canadiens. Donc, ça m'a intéressé quand Régent Ducharme m'a parlé de ça. Pour moi, c'est un intérêt plutôt littéraire, parce que ça passe par le caractère de Régent Ducharme, qui était un homme très étonnant, parce qu'une partie de sa jeunesse, il l'a passé à voyager dans le Canada, et il est allé dans le Grand Nord du Canada. Il est allé à Chicoutimi, il est allé dans les endroits qui sont au bord de la baie d'Hudson, là où se trouvaient les chasseurs de fourrure autrefois, et où sont aujourd'hui, je pense, plutôt des chasseurs de pétrole. Et il a travaillé là-bas. Il a eu des relations assez étroites avec les habitants de la baie d'Hudson. Et il considérait avec beaucoup d'intérêt la culture, la civilisation mélangée qui était celle qui avait émergé dans le Québec, qui avait, avec des éléments locaux, des éléments qui provenaient des sauvages et des éléments qui avaient été apportés par tous les migrants qui étaient arrivés au Canada, principalement venant de la côte ouest. Ça m'a intéressé aussi d'un autre point de vue, c'est que je me suis toujours intéressé à cette période trouble des révolutions parce qu'un de mes ancêtres était un soldat de Valmy, un Breton qui est allé se battre à Valmy pour l'indépendance de la République française. Et il a obtenu un grade dans cette armée, il a été nommé sergent, on l'a renvoyé en Bretagne pour qu'il exerce l'autorité de la République. Et quand il est revenu en Bretagne, il a constaté que les envoyés de la République en Bretagne se comportaient très mal. Ils se comportaient en pays conquis et principalement, ils volaient les ressources des paysans. Donc, ce monsieur, mon ancêtre, avait un regard
très plein de sympathie pour ces paysans qui résistaient au rouleau compresseur d'une société envahissante. Un peu comme Louis Riel a été le représentant de ceux qui résistaient, non pas à la vie moderne, mais à la pression d'étrangers qui voulaient leur voler quelque chose. Pour les Franco-Canadiens, en particulier ceux du Manitoba, c'était être dépouillés des terres, dépouillés de ce qui était le plus important pour eux. Pour les paysans bretons que mon ancêtre a secourus à ce moment-là, il était sergent. Donc, il a essayé de minimiser la prédation et il raconte dans ses écrits quelque chose qui aurait pu arriver à Louis Riel. Il se présente avec sa petite troupe dans une ferme, ils viennent pour chercher le blé. Il fallait nourrir l'armée, donc il fallait voler le blé des paysans. Le paysan, lui, a caché son blé sous des meules. Évidemment, les soldats passent un coup de baïonnette, découvrent le blé, on prend le paysan et on va le pendre sur place. Et mon ancêtre dit, nous ne sommes pas des voleurs ni des assassins, nous devons le conduire chez le juge. C'est un juge qui pourra déterminer la peine qu'on va lui infliger. Alors, les soldats ne sont pas tout à fait d'accord, mais ils laissent partir le paysan avec mon ancêtre. Ils vont voir le juge à Loudéac. Et là, mon ancêtre explique au juge, ce paysan a voulu cacher son blé, il a voulu le dérober à la République, vous avez le droit de le condamner à mort. Mais si vous le condamnez à mort, il faudra pendre tous les Bretons, parce que tous les Bretons cachent leur blé. Et le juge a dit, bon, on ne va pas pendre tous les Bretons, il était raisonnable, donc il a laissé partir le monsieur en question. Je ne sais pas s'il a gardé une partie du blé, mais en tout cas, il a eu la vie sauve. Et il raconte ça donc, dans ses mémoires. Et je pense que c'est quelque chose qui ressemble un peu aux actions de Louis Riel, c'est-à-dire privilégier la justice à la loi, quand la justice est supérieure à la loi et que la loi n'est pas une bonne loi, il faut appliquer la justice et non pas la loi. Dans le cas de Louis Riel, la justice, c'est reconnaître les droits les droits des Franco-Mauriciens, des métis, à continuer à cultiver leurs terres. Et Jean a très bien expliqué cette relation des métis avec leurs terres. Donc j'ai été attiré par ça, peut-être parce que pour moi c'est un élément historique, mais c'est aussi un élément affectif. Ça fait partie de l'histoire de ma famille. Et je reconnaissais chez Louis Riel quelqu'un qui aurait pu être de ma famille. Je me sentais une parenté avec lui. Plus tard, j'ai lu un autre livre qui est un peu différent et qui parle d'un autre personnage. C'est un livre qui a été écrit par un journaliste brésilien qui s'appelle Euclides da Cunha. Euclides da Cunha a écrit un livre sur une révolte de paysans qui protestaient parce qu'on voulait les expulser de leurs terres, leurs pauvres terres du Sertão. C'est des paysans du Sertão. Et il a dirigé une révolte des paysans du Sertão contre le pouvoir du Brésil qui voulait les déposséder, qui voulait les chasser. Et donc, il a écrit cette relation dans laquelle un personnage apparaît. C'est quelqu'un qui s'appelle Antonio Conselheiro. C'était le conseiller. Et ce conseiller, qui est à la fois un homme religieux, mais aussi un leader politique et aussi un avocat de la justice, ressemble à Louis Riel. Donc pour moi, ce sont des personnages similaires, des histoires semblables, et c'est ça, je crois, qui m'a attiré dans l'histoire de Louis Riel, et c'est pourquoi j'ai eu envie de préfacer ce livre, parce que Jean, avec beaucoup d'arguments, montre que Louis Riel est un homme avant tout religieux. Ce n'est pas un homme qui puise sa révolte dans l'ambition politique. Il n'a aucune ambition politique. Il ne veut pas proclamer l'indépendance du Manitoba. Il ne veut pas que les métis soient séparés du reste du Canada. Il veut simplement qu'on leur rende justice et qu'on les autorise à exercer ce lien presque sacré, ou peut-être tout à fait sacré, qui existe entre ces paysans et la terre. Et dans ce combat, il y a aussi un élément qui m'importe, c'est l'alliance qu'il a conclue avec certaines des nations premières du Canada,
donc les Sioux Lakota, qui étaient majoritaires, mais les autres provinces et les autres minorités. Et donc, quand j'étais au Canada, j'ai demandé à Régent Ducharme, est-ce qu'on peut voir des habitants des premiers peuples à Montréal? Et il m'a emmené voir la réserve des Mohawks, qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Donc, j'ai visité la réserve des Mohawks. J'ai constaté qu'ils n'étaient pas en très bon état économiquement et qu'il y avait une grande hostilité. Plus tard, ce qui m'a aussi troublé, c'est que depuis l'histoire de Louis Riel, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une évolution dans la mentalité des Franco-Québécois qui maintenant sont assez hostiles aux Premières Nations. Mais je crois que c'est un peu de la jalousie. Les Premières Nations reçoivent des subsides du gouvernement fédéral du Canada et eux considèrent qu'ils auraient droit aussi à ces subsides, mais ils ne les ont pas. Donc il y a une espèce de jalousie. Ce n'est pas du tout fondé sur les différences ethniques ou culturelles, c'est fondé sur ce contentieux. Lui, il reçoit de l'argent, mais pourquoi pas moi? Donc c'est assez différent. Et voilà pourquoi je me suis intéressé à Louis Riel, en bref. Je lirai une des phrases de votre préface. Au-delà des faits historiques et de la vérité, ce qui émerge de la biographie de Louis Riel, c'est un homme dans toute la complexité de son caractère, sa passion, sa lucidité, sa folie. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je vous propose d'abord de regarder le premier extrait qui met en scène la condamnation de Louis Riel en 1885. Il est accusé de haute trahison à la couronne britannique. Louis Riel, after long consideration of your case, in which you have been defended with great ability by your counsel, you have been found guilty of the most pernicious and greatest crime that a man can commit. You have been found guilty of high treason. You have been proved to have let loose the floodgate of rapine and bloodshed. You have, with the assistance of the Saskatchewan country, managed to incite the Indians and have brought ruin and misery to many families. You'll be taken now to the police guard room at Regina. Next, on the 18th of September, you will be taken to the place appointed for your execution, and there you'll be hanged by the neck till you are dead. And may God have mercy on your soul. Alors de quoi parle-t-on? Quelle est cette révolte pour laquelle il va être accusé de haute trahison? C'est la deuxième. Donc, comme je vous disais, 15 ans après l'épisode de la rivière Rouge, qui aujourd'hui s'appelle Manitoba, et là où habitait Louis Riel aujourd'hui, c'est Winnipeg, c'est la capitale de la province. Et devant le Congrès, parce que le Canada est une vraie fédération, chaque province a son gouvernement local élu. Eh bien, à l'entrée du Congrès, aujourd'hui, il y a une statue de Louis Riel. Et donc, en 1884, le front de colonisation arrive 1500 km à l'ouest. C'est aujourd'hui la province de Saskatchewan et Alberta, donc Edmonton, Calgary, Saskatoon. Et le chemin de fer intercontinental qui va de Montréal à Vancouver est pratiquement terminé, ce qui permet l'arrivée d'un flot d'immigrants et de spéculateurs. Et une fois de plus, les Métis qui avaient fui le Manitoba, où ils avaient été dépouillés car le traité n'a pas été respecté. Si j'ai le temps, je vous dirai qu'en 2013, la justice canadienne a reconnu le non-accomplissement du traité
et a reconnu que les Métis avaient été dépouillés de 1 500 000 acres. 8 fois 3, 20... je ne sais plus combien d'hectares ça fait. Mais de toute manière, il n'y a pas de restitution possible un siècle ou 120 ans après. Mais on a reconnu la justice de la cause. L'an dernier, le Premier ministre Trudeau, le jour anniversaire de la mort de Louis Riel, de l'exécution de Louis Riel, de la pendaison, le 16 novembre l'an dernier, il a prononcé un très beau discours, traduit en anglais et en français, où il invoque l'exemple de Louis Riel et où il dit « Nous avons tout à apprendre de Louis Riel et pour la réconciliation entre les diverses communautés du Canada, il faut suivre l'exemple de Louis Riel. » Et je dois vous dire, chose absolument étonnante, le 3e lundi de février chaque année, aujourd'hui au Canada, c'est jour férié, c'est le jour de Louis Riel. Le Canada qui s'est cherché un héros, en France nous en avons trop, on ne sait pas lequel choisir, de Vercingétorix jusqu'à De Gaulle en passant par Napoléon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, peu importe. Le Canada s'est cherché un héros comme ça qui pourrait unir toutes les communautés et ils n'en ont pas trouvé jusqu'à ce qu'ils aient trouvé Louis Riel. Il y a un grand acteur, un grand artiste canadien que vous connaissez sûrement, Donald Sutherland. Et Donald Sutherland raconte que depuis son enfance, pour lui, le Canada, c'est Louis Riel. Voilà. Bon, donc, en 1884, Louis Riel vit tranquillement aux États-Unis, où il a épousé une femme tellement métisse qu'elle est presque indienne, une jeune femme qui a un très beau surnom, c'est Marie, j'ai oublié son nom de famille, mais c'est Belle Humeur. Marie Belle Humeur, qui lui a donné 2 enfants, Jean et Marie-Angélique. Et Louis Riel est professeur dans une école des missionnaires pour les enfants indiens. C'est les Sioux Lakota, comme disait Jean-Marie, et aussi des pieds noirs, Blackfoot. Des émissaires viennent de Saskatchewan. Il y a un anglophone, un francophone et le troisième, j'ai oublié qui est le troisième, un Américain. C'est un colon venu des États-Unis qui s'est installé au Saskatchewan. Et ils viennent chercher Louis Riel pour qu'il les aide. Parce qu'il y en a qui ont dit, mais rappelez-vous, Louis Riel, 1870, le gouvernement provisoire, Ottawa était obligé de... Alors Louis Riel accepte. Il accepte. Et il dit, mais je peux que vous conseiller, je n'ai aucun pouvoir, je ne fais pas grand-chose. Et il dirige pendant 9 mois une lutte civique, une lutte juridique. On envoie des pétitions, on fait intervenir des juges. Ottawa se tait absolument. À Ottawa, le patron, c'est le même qu'en 1870. C'est un des fondateurs du Canada. Aujourd'hui, au Canada, le billet de 10 $, il y a là-dessus la tête, l'effigie de Sir John Macdonald, qui était, c'est vrai, un grand homme d'État, mais de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est facile aujourd'hui de s'indigner, il était absolument raciste. Pour lui, les Indiens et les Métis, c'était... les Indiens, on les enferme dans des réserves, on leur pique leurs enfants, on les met dans ce qu'on appelle les écoles résidentielles, qui ont duré au Canada jusqu'en 1965, et qui étaient abominables, puisqu'on fabriquait des gens dépouillés de tout. Les enfants de 5 ans, garçons et filles, étaient enlevés à leur famille dans les réserves, et ils passaient 15 ans dans ces écoles résidentielles. Quand ils sortaient, ils n'étaient plus indiens, mais du fait de leur couleur de peau, ils étaient refusés par la société globale. Donc, et puis vous avez sûrement entendu parler du scandale des mauvais traitements, des cimetières clandestins trouvés à côté de ces écoles. Au Canada, on a créé toute une commission d'enquête. Les églises, parce que c'était les églises protestantes et catholiques qui étaient chargées de cela, ont présenté des excuses.
Voilà. Bon, et donc, à ce moment-là, Ottawa est bien décidé à ne céder rien du tout. Il ne va pas se passer ce qui s'est passé en Manitoba. Et de toute manière, maintenant, on a le chemin de fer intercontinental, on a une armée, aucun problème. Et effectivement, on choisit la répression. Et en mars 1885, on envoie 8000 hommes en train. Ils mettent 8 jours à arriver, alors qu'à la Rivière Rouge, le régiment anglais qui avait été envoyé à l'été 1870, il avait mis 150 jours pour arriver à pied, en canot, etc., jusqu'à la Rivière Rouge. On envoie 8000 hommes, l'artillerie, les mitrailleuses, et on écrase à ce moment-là. Voilà. Louis Riel aurait pu fuir aux États-Unis, comme beaucoup l'ont fait. Il s'est rendu pour arrêter les exactions de l'armée contre son peuple. Il pensait qu'il aurait un jugement correct. Un jugement correct ne devait pas avoir lieu dans les territoires du Nord-Ouest où il n'y avait aucune institution. Il aurait dû avoir lieu soit à Ottawa, soit à Toronto, ou encore à Québec. Et dans ce cas-là, il aurait eu un jury de 12 hommes, 6 anglophones, 6 francophones. Il a eu droit à un jury croupion de 6 anglophones. Le malheureux jury, d'ailleurs, ils étaient anglophones et protestants, ils se sont très bien comportés. On leur posait une seule question. L'accusé est-il coupable ? Il tombait sous le coup d'une loi du XIVe siècle, j'ai oublié la date exacte, mais c'est 1300 quelque chose, qui punissait le crime de rébellion contre Sa Majesté, le roi. Il y avait une seule sentence, la mort. La seule question posée au jury, a-t-il été coupable ? On disait de rébellion. En fait, c'était résistance. Louis Riel a toujours dit résistance. Est-il coupable ? Oui. Le président du jury, en pleurant, a dit au juge « Il est coupable, mais nous demandons la clémence ». Il n'y a eu aucune clémence. Les pétitions, Sir John a eu une formule absolument extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, le Québec, qui ne s'était jamais intéressé à Louis Riel, tout d'un coup, le Québec a découvert que Louis Riel, et là, ils ont un peu inventé, était pendu parce qu'il était francophone et catholique. Ce n'était pas pour ça. C'est parce qu'il était un obstacle. Et quand on a des conseillers, on dit à Sir John, il faudrait peut-être l'amnistier, pas le pendre. Regardez ce qui se passe au Québec, on va avoir des problèmes très sérieux avec les Québécois. Et Sir John a répondu, tous les chiens du Québec peuvent bien aboyer, Louis Riel sera pendu. Cette phrase a provoqué une indignation telle que l'on peut dire que c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'est né le sentiment national, ou presque séparatiste, au Québec. Le parti de Sir John, qui était majoritaire au Québec jusqu'à la pendaison de Louis Riel, à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais gagné les élections au Québec. Et donc les Québécois, ce faisant, commettent une erreur, considèrent que Louis Riel est le père fondateur du nationalisme québécois. Non, Louis Riel est un métis de l'Ouest. Il a étudié à Montréal, il connaît le Québec, il aime le Québec, mais ce n'est pas un Québécois. C'est tellement... Son rêve, c'est un Canada, toujours sous Sa Majesté britannique, et là-haut. Et elle garantit la justice. C'est Ottawa qui est injuste, c'est pas Londres. Et de ce point de vue-là, Louis Riel, exactement comme les Indiens, qui écrivent leur pétition à la reine Victoria en lui écrivant « Grandmother », la grand-mère. Et ce n'est pas du tout un infantilisme. Quand ils disent la grand-mère, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils font partie d'une grande famille. Et que cette vieille dame qui est à Londres et qui est l'impératrice des Indes,
c'est la grand-mère, et on attend d'elle qu'elle protège ses enfants et ses petits-enfants. Voilà. Voilà donc l'histoire tragique de Louis Riel. Ces avocats, qui ont été d'ailleurs très mauvais, des avocats francophones envoyés depuis Montréal, parce que les gens se sont cotisés pour défendre Louis Riel et ont donné de l'argent, voulaient plaider la folie. Parce qu'il faut que je mentionne, après l'épisode de la rivière Rouge de Manitoba, Louis Riel, pourchassé par les chasseurs de primes pendant 5 ans, parce qu'il y a 5 000 $ pour qui ramènera Louis Riel mort ou vif. Il a échappé à plusieurs attentats, plusieurs tentatives d'assassinat. Bon, à un moment donné, je n'ai pas de diagnostic, je ne suis pas psychiatre, et la psychiatrie de l'époque était très, très balbutiante et ne nous permet pas de nous faire une idée. Il a été interné, il a passé plus d'1 an dans une maison de fous, dans un asile psychiatrique au Québec. Et donc, ces avocats ont décidé de plaider la folie, parce qu'un fou, on ne peut pas le pendre, pour lui sauver la vie. Et Louis Riel est intervenu, il a pris la parole, il a d'ailleurs prononcé un discours absolument extraordinaire, pour démontrer qu'il n'était pas fou. Et quand il a entendu sa condamnation, il a remercié les jurys et le juge en disant, en me condamnant à mort, vous reconnaissez que ce n'est pas un fou qui défend la petite nation métisse, la dernière créée par Dieu, et leurs frères indiens. Je préfère mourir que vivre comme une bête enfermée dans une cage. Jean Meyer, vous avez évoqué un petit peu cette lutte entre Louis Riel et John Macdonald. Vous en faites presque un fil rouge dans la biographie de Louis Riel. Vous pouvez nous re-raconter cette histoire entre ces deux hommes, parce que c'est une histoire entre 2 hommes aussi. Ils ne se sont jamais rencontrés. Sir John est un Écossais. Beaucoup de Canadiens du XIXe siècle sont des Écossais. Les Écossais ont joué un très grand rôle dans la création du Canada. Sir John est arrivé à 5 ans au Canada et il appartenait à une famille aisée. Ce n'était pas comme la majorité des émigrants écossais qui fuyaient la pauvreté, ou les Irlandais qui sont aussi très nombreux. Et Sir John, formation d'avocat, il est entré très tôt en politique, et c'est un grand homme d'État. C'est un grand homme d'État, et il a, d'une façon très intelligente, obtenu l'alliance entre les 2 Canadas. Québec, qui initialement, c'est ça, c'est le nom de Canada, et les Canadiens, pendant longtemps, Canadiens, ça voulait simplement dire ce que nous appelons aujourd'hui Canadiens français, les Canadiens. Et les autres, c'était les Anglais. Voilà. Et il a passé une alliance politique qui a duré jusqu'à la mort avec un grand politicien québécois, Georges Cartier. Et c'est cette alliance entre ces 2 hommes qui a permis en 1867 la création du Dominion du Canada. Donc, je suis capable de dire que Sir John est un grand homme. Mais en même temps, c'est un menteur. Lorsqu'il est obligé de négocier avec les envoyés de la rivière Rouge, et la négociation va aboutir à un vote au Congrès, aux communes, comme on le disait à l'époque, et la création de la province de Manitoba. Et il est reconnu qu'il y a une réserve agraire de terre de 1 500 000 acres pour les Métis. Mais en même temps, il demande à Londres de préparer une intervention militaire dès le dégel. L'hiver canadien ne permet
Surtout qu'il n'y avait pas de train à l'époque, hein, il n'était pas encore construit. Une des clés de la création de la Confédération, du Dominion, c'est qu'à ce moment-là, tout à fait de l'autre côté, au bout du Pacifique, il y avait déjà la Colombie-Britannique. Mais entre les deux, il y avait les immensités du Nord-Ouest, avec les nations premières et les métis. Et donc, dans le pacte confédéral, il était prévu la création d'un chemin de fer transcontinental Montréal-Vancouver. Voilà. Mais en 1870, il n'y a rien. Donc, pendant l'hiver, impossible d'envoyer des soldats jusqu'à la rivière Rouge. Donc, au printemps, alors qu'on termine de négocier, c'est au mois de mai que l'on vote la création du Manitoba, et on a promis aux négociateurs une amnistie générale pour tout ce qui s'est passé depuis la création du gouvernement provisoire. Amnistie aux rebelles. Le Huriel proteste, pas de rebelles, résistance. C'est pas pareil. Non ? On promet une amnistie, ni la promesse agraire, ni la promesse d'amnistie n'ont été tenues. La preuve, on lance un mandat d'arrêt contre le Huriel. Mais le pire, c'est que au moment où, au mois de mai, le Parlement ratifie ces accords, apparemment c'est un triomphe pour le gouvernement provisoire de Huriel et pour ses émissaires qui ont négocié pied à pied. Il y a même des discussions absolument, on dirait, du marché, du marchand de soupe. Au début, il réclame 3 millions d'acres et on termine à 1,5 million. Bon, ça, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que lorsque le régiment anglais, qui est un régiment de ligne, commandé par un colonel qui revient des Indes, où il a participé à l'écrasement de la rébellion des Sipayes. Il était aussi en Nouvelle-Zélande, où il a participé à l'écrasement des Maoris. Lorsqu'il quitte Ottawa, ce régiment, le gouvernement Sir John publie un message en disant qu'ils vont en mission de paix. Or, les Métis et le Huriel croient à tous ces mensonges et on prépare une fête pour recevoir le régiment anglais. Et puis, 24 heures avant, ils se rendent compte, parce que les émissaires indiens viennent les prévenir, que ce régiment anglais vient en plan de guerre. Et que, pire que ça, il est accompagné de 2 régiments de volontaires qui sont des anglo-saxons de l'Ontario et qui viennent pour faire la guerre aux Métis et aux Indiens. Et lorsque le régiment arrive, Huriel a juste le temps, avec ses amis, de s'enfuir aux États-Unis, d'où il ne reviendra pas. Et le régiment se conduit à peu près bien, mais au bout de 8 jours, il a dit « mission terminée » et ils s'en vont. Et par contre, les mercenaires, enfin ce n'est pas des mercenaires, ce sont des volontaires, mais les autres restent et instaure pendant 3 mois, jusqu'à l'arrivée du gouverneur nommé par Londres, pendant 3 mois, c'est la terreur, avec ce que Jean-Marie décrivait à propos de la Bretagne à l'époque de la Révolution française, pillage, incendie, viol, assassinat, exécution. Voilà. Et il y avait un texte, une lettre célèbre, qui n'était pas connue à l'époque, mais une lettre de Sir John Macdonald, qui expliquait que ces sauvages et ces métis franco-canadiens avaient été pourris et gâtés parce qu'on avait été obligé de céder devant l'émeute, mais que tôt ou tard on les aurait et qu'un jour ce Huriel se ferait fusiller. C'est écrit en juin 1870. Et en novembre 1885, Sir John Aldey, toujours le Premier ministre, donc le grand chef de la Confédération canadienne, qui entre-temps a grandi, il y a beaucoup plus de provinces, c'est presque le Canada actuel, sauf Terre-Neuve,
détail curieux, Terre-Neuve n'est devenue province canadienne qu'en 1949. Jusque-là, elle était restée colonie britannique. Donc vous voyez que Sir John a de la suite dans les idées, puisqu'en 1885, il avait toute l'autorité pour amnistier Louis Riel. Il aurait été enfermé en prison à vie, sans doute, mais il aurait pu ne pas le pendre. Louis Riel a été pendu. Quelques jours après, quelque part dans les montagnes rocheuses, un clou d'or sur les dernières traverses du chemin de fer transcontinental qui est terminé. Et les actions en bourse montent, et il y a un télégramme de celui qui était l'autorité nommée par Ottawa pour les territoires du Nord-Ouest, le Saskatchewan, l'Alberta n'étaient pas encore des provinces, et il dit nous venons de mettre le clou d'or là du chemin de fer transcontinental, et nous apprenons la nouvelle que Louis Riel a été pendu. Good job. Jean-Marie, Louis Riel était-il un pacifiste? Vous le décrivez tous les deux comme un non-violent d'une certaine façon. Jean-Marie, vous écrivez qu'il est décrit refusant de se servir d'une arme, à genoux dans la terre, les bras en croix, durant tous les combats, soutenu de chaque côté par ses fidèles compagnons, pour que la prière et les incantations soient la véritable arme des révoltés. Oui, Jean vous a très bien expliqué la mécanique de cette guerre entre les métis indiens d'un côté et les anglo-saxons canadiens de l'autre. Et je ne vais pas reprendre tout ça parce que je n'ai pas la compétence pour le faire, mais ce qui m'a ému dans l'histoire de Louis Riel, c'est qu'il y a un côté mystique, un côté religieux, une espèce d'incarnation dans cet homme des croyances fondamentales à la fois des sauvages et des métis de sauvages et de franco-canadiens, qui est de croire que la terre est sacrée, la terre est un élément sacré, et que de dérober la terre à quelqu'un, l'empêcher de cultiver ou de l'exiler pour qu'il disparaisse de cette terre, c'est une atteinte à son équilibre intérieur le plus fondamental. C'est une atteinte non seulement à celui qui cultive la terre, mais à toute sa famille, sa femme, ses enfants, tous ceux qui sont autour de lui sont dans cette sorte de négation de sa vérité profonde. Et ce qui je trouve troublant dans l'histoire de Louis Riel, qui est troublant aussi dans l'histoire des révoltés du Sertão au Brésil et dans d'autres exemples similaires, c'est que ces révoltés n'ont pas seulement des armes physiques, ils ont des armes spirituelles. Et Louis Riel, il ne s'en sert pas, il ne se sert pas de cette croyance, il est dans cette croyance. Il croit lui aussi que la prière, le jeûne, que la méditation peuvent lutter contre la force brutale devant laquelle il se trouve. Et on a vu ça, ça se retrouve dans l'histoire de façon très régulière. Jean parlait de la révolte des Sipais en Inde. Il faut aussi rappeler le rôle que quelqu'un comme Gandhi a joué dans l'indépendance indienne, en refusant les combats violents, mais en opposant à la force brutale de l'armée britannique la foi que les Indiens avaient en eux-mêmes. Et il y a un épisode extraordinaire dans la conquête la tentative de reconquête de l'Inde par les Anglais qui fait penser un peu à ces combats que les Anglo-Saxons et l'armée britannique a menés contre les franco-canadiens et les sauvages. C'est cet épisode de la marche du sel. Gandhi, pour
stopper la force brutale, violente de l'armée britannique. Il donne comme instruction aux Indiens, n'achetez plus le sel, parce que le sel que vous mangez dans votre nourriture est produit par l'Angleterre. Boycottez le sel et allez le chercher vous-même à la mer. Et là, une caravane de gens se met en marche, des millions d'Indiens se met en marche vers la mer pour aller recueillir le sel et pour pouvoir utiliser du sel qui n'est pas un produit anglais. C'est la croyance dans la force de l'esprit contre la force des armes. Et on peut y croire ou ne pas y croire, mais ce sont des moments très émouvants de l'histoire. Et donc, Louis Riel a incarné à un certain moment cette force spirituelle, et c'est pourquoi je crois qu'il a reçu le soutien de nombreux sauvages, de nombreux aborigènes de l'Amérique indienne, qui eux aussi croyaient dans la ghost dance, dans la danse des esprits, croyaient dans la capacité d'un chaman de résister à la force des balles, à la violence de l'armée. Et à un certain point, Louis Riel est comme eux. Il appartient à cette culture très mélangée, qui est celle des Franco-Indiens, des métis, mais pour beaucoup de choses, il ressemble à ces peuples qui privilégient l'esprit sur la force. Et donc, il devient un leader charismatique, mais il incarne véritablement cette révolte parce qu'il croit à la puissance de l'esprit. Et il y a en effet ce passage qui est relaté par les témoins, comme quoi Louis Riel, au moment des combats à la Rivière Rouge, est à genoux dans la terre. Il ne croit pas à la violence des armes, donc il n'est pas armé. Il se met à genoux, il est soutenu de chaque côté, il a les bras en croix, il est soutenu par ses assistants, et il prie. Et il pense que la prière va arrêter l'avancée des troupes hostiles. Et donc, c'est ce qui m'a passionné dans le livre de Jean, c'est qu'il met en avant quelque chose qui est aujourd'hui déconsidéré dans l'histoire du Canada. Il met en avant cette spiritualité des Métis, cette spiritualité de la résistance des franco-canadiens, de ceux qui sont mélangés de plusieurs peuples, qui croient véritablement à la force de l'esprit, à la force de la prière. Il y a une lettre que je voulais lire, je ne sais pas si c'est le moment, mais je vais vous la lire. Louis Riel a beaucoup écrit pendant qu'il est en prison, avant, et puis dans le temps où il est en prison. Il écrit beaucoup. Il est dans un état d'exaltation qui a été certainement augmenté par le jugement qui l'a condamné à mort, et donc il est dans cet état de sublimation de l'esprit. Et il écrit une lettre que je trouve très frappante et qui justifie le thème de la recherche de Jean dans ce livre qui s'appelle « Le prophète des Amériques ». Donc Louis Riel, et tout à coup, ne devient pas seulement un résistant, il n'est pas seulement opposé matériellement à la conquête des terres de la Rivière Rouge par les colons nord-américains et les colons anglo-canadiens, il est aussi le prophète qui les conduit vers un monde meilleur, vers un monde dans lequel peut-être la justice régnera. Et on peut imaginer qu'il a rêvé du Manitoba comme d'une sorte d'Éden sur terre, dans lequel les peuples se seraient entendus, dans lequel les différentes cultures se seraient harmonisées, un monde dans lequel le fait d'être catholique et d'origine métisse n'impliquait pas une infériorité hiérarchique. On pouvait avoir la même valeur quand on appartenait à cette partie du peuple que si on était originaire du Royaume-Uni. Voilà ce qu'il écrit. « Je frappe à la sublime porte. Ma colère est allumée. Le feu de ma colère va réduire en cendres les serrures et les cadenas puissants, les verrous et les barres d'acier.
La sublime porte est renversée. Qui est-ce qui prendra l'empire de Mahomet sous sa protection? Et un peu plus loin, il commente ce que vient de dire. Le grand empire d'Allemagne chargé de châtier surtout la fille aînée de l'Église, le grand empire d'Allemagne comblé de gloire, comblé de richesse, et qui n'est pas mis en peine de se tourner ensuite contre le pontife infaillible, est devenu plus abominable à mes yeux que le croissant. Et il continue, la maison d'Autriche est ouverte. Je ne veux point qu'elle s'entende avec le grand rouge de nom allemand. Il y a dans le monde un czar de Russie. Je lui conseille, après avoir entendu la voix de son Dieu, de s'appliquer à méditer pour s'y attacher, de s'appliquer à la mettre en pratique pour consolider et relever les degrés de son trône. Et encore un peu plus tard, en 1877, il écrit « Grâce à Dieu, je sais ce qui se passe au Manitoba comme si j'y étais. Il s'agit de fonder dans le Manitoba et le Nord-Ouest un peuple nouveau, non pas en esprit d'opposition vis-à-vis du Bas-Canada. Nous travaillons pour faire du peuple canadien-français un peuple qui mérite de recueillir l'héritage du Bas-Canada. Je crois que le nom métis peut favoriser la fondation d'une puissante nationalité au Manitoba et au Nord-Ouest. C'est un nom qui, jusqu'à maintenant, a servi à la race qui est issue du mélange de sang d'Européens et de Sauvages, mais il peut servir à nommer une race qui naîtrait du mélange de tous les sangs. Voilà ce qu'écrit Louis Riel et qui montre qu'il est conscient il est conscient du but qu'il poursuit, qui est un but général pour l'humanité. C'est un but humaniste et n'est pas seulement une révolte de paysans, c'est la révolte d'un juste qui demande que soit reconnue l'égalité de tous les êtres humains sur la Terre. Jean, j'aimerais que vous reveniez sur cette dimension mystique du personnage Louis Riel, mais aussi du rapport qu'il a entretenu, un peu d'amour des amours avec l'institution religieuse. Mais avant, peut-être pour illustrer et pour introduire cette thématique-là, on peut regarder le deuxième extrait qui porte sur son inspiration divine. L'inspiration divine me fait écrire ce livre. Je l'offre à Dieu, afin qu'il daigne le faire servir à sa gloire la plus grande, au triomphe de la vérité et à ma prompte mise en liberté. Mon Dieu, procurez-moi tous les moyens nécessaires pour prouver de la manière la plus irrécusable et la plus évidente que le droit se trouve tout à fait du côté des Métis et des Indiens de la Saskatchewan dans la guerre qui vient d'avoir lieu. Que par conséquent, ils ne doivent pas être punis, mais indemnisés. Oui, Louis Riel écrit cela peu de temps avant d'être pendu. Et le film en question s'est limité justement au dernier jour de Louis Riel dans sa prison, où il a un boulet attaché au pied et il passe par des phases de tristesse, de désespoir, et puis en même temps comment vous dire, Louis Riel est effectivement un mystique. Alors certains ont préféré voir en lui un fou délirant, et je ne crois pas que ce soit le cas. On peut l'inscrire dans la lignée des mystiques chrétiens. On trouverait l'équivalent aussi en islam. Je pense à Al-Hajj, qui a été étudié par Louis Massignon et qui a d'ailleurs est mort sur la croix dans l'Irak actuel parce qu'il a été considéré comme hérétique. Mais Louis Riel, si vous voulez, bon, on est dans une région où est passée Jeanne d'Arc. Bon, Jeanne d'Arc, une sorcière, elle entendait des voix, elle avait des visions, Louis Riel aussi, et
Jean-Marie parlait des éléments culturels pluriels. Louis Riel est effectivement un catholique, apostolique, romain, qui connaît très bien les Écritures, la théologie, tout ça. Mais c'est aussi, je pense, par le sang de ses grands-mères, c'est un chaman indien. Et il me fait beaucoup penser, Jean-Marie a parlé de la danse des fantômes, Ghost Dance, qui est un rite religieux très tardif, qui est né dans ces années-là, 80, au moment même de la résistance de la Saskatchewan. C'est le moment où le grand Sitting Bull, nous le confondons avec les Indiens combattants, parce qu'effectivement, c'est sous l'égide de Sitting Bull que le général Custer et son célèbre 7e de cavalerie a été anéanti à Little Big Horn, 15 ans auparavant. Après ça, alors, dans le monde indien, il y a toujours dualité de pouvoir. Il n'y a jamais un despote. Sitting Bull, c'est le pouvoir religieux et spirituel. Le chef de guerre, c'est Crazy Horse. Et c'est lui qui annihile, qui détruit le 7e de cavalerie. Après ça, Sitting Bull est obligé de se réfugier au Canada avec son peuple un certain nombre d'années, et puis finalement, il revient aux États-Unis, il est enfermé en réserve, et c'est là que naît le Ghost Dance, qui est une, si vous voulez, c'est un peu comme les derviches tourneurs. Les hommes et les femmes commencent à danser en rond, jusqu'à tomber en extase. Et c'est pour appeler le retour de tous les défunts, hommes, et aussi du bison qui a disparu, qui a été exterminé à cette époque. Et ça, c'est un chapitre que j'avais écrit, mais il n'y avait pas la place pour le publier. Gallimard a eu raison de couper. J'avais un manuscrit de 900 pages. Bon, c'est du délire, n'est-ce pas? Mais quand Louis Riel a été interné, quand il était fou, entre guillemets, je pense qu'il était possédé entre l'angoisse et la tragédie, etc. Il mugissait comme un bison. Le bison. Sur le drapeau du gouvernement provisoire de la Rivière-Rouge, qui est après devenu le Manitoba, sur ce drapeau, il y avait le trèfle des Irlandais, il y avait le lys du Québec, il y avait la croix de Saint-André anglaise, et il y avait au milieu un bison. La tradition orale dit que c'est la sœur de Louis Riel, qui était une religieuse, qui a brodé ce drapeau. Et le bison. Alors, Louis Riel est pendu en 1885. En 1890, Sitting Bull, sur sa réserve, enfermé dans sa réserve, pacifique, mais l'inspirateur de la Ghost Dance est assassiné, on peut dire exécuté, par ses gardes indiens qui obéissent aux ordres de l'officier nord-américain. On se débarrasse de Sitting Bull. La danse des fantômes, la Ghost Dance, était absolument pacifique, mais elle a fait trop peur au département des affaires indiennes. Et donc, je vois dans la mort la rencontre entre deux chamans, deux mystiques, le mystique chrétien, mais chaman aussi, Louis Riel, et Sitting Bull, qui a toujours été assiégé par les missionnaires. Vous vous rendez compte, réussir à dire au pape à Rome qu'on a converti Sitting Bull, qui a quand même, toute la presse européenne avait parlé de Sitting Bull. Alors, Sitting Bull, j'ai vu une photo de Sitting Bull où effectivement il a un crucifix. Il ne s'est pas converti, il a accepté le crucifix parce que son amitié
pour un des prêtres, je crois que c'était un oblat, qui était devenu presque sioux, qui avait obéi à une vision qu'il avait eue où la Vierge lui disait « Fais-toi indien ». En espagnol, « Aíndiate, hijito mío ». C'est la Vierge de Guadeloupe, mexicaine, qui disait ça à un jésuite. « Aíndiate, hijito mío », mon fils, mon petit-fils, devient indien. Voilà cette dimension. Je voulais simplement rajouter le texte qu'a lu Jean-Marie, où il parle du métissage comme un programme pour l'humanité. Dans un de ses délires ou rêves, Louriel imagine, il parle du Canada comme la table de communion pascale de toutes les nations. Et il imagine, il divise dans sa tête, il dit on peut diviser le Nord-Ouest en 7 parties. Pour toutes les nations qui n'ont pas d'État, les nations persécutées, l'Irlande, la Pologne, il énumère, il y a la nation métisse, il y a les Indiens et les Juifs. Voilà Louis Riel. Alors peut-être une dernière question, le temps passe et je pense que peut-être qu'il y aura des questions dans la salle. Louis Riel, en quoi il me semble qu'il est très moderne dans ses combats et parce que aussi son combat part de la terre. Vous parlez d'une histoire environnementale en faisant en écrivant la biographie de Louis Riel. Est-ce qu'il est moderne pour vous ? Il est moderne. Pourquoi il nous parle autant aujourd'hui ? En quoi ces combats résonnent encore ? Et je pense vraiment, particulièrement à la dimension environnementale de son combat. Le Canada est, que je sache, le seul État moderne. Il y a des historiens ou des sociologues qui disent que le Canada n'existe pas, le Canada est en crise permanente, regardez le Québec, etc. Il n'est pas en crise permanente. Il est à la recherche de lui-même et en redéfinition constante. Pendant longtemps, les anglo-saxons, on a eu l'impression, vous avez peut-être l'impression que Jean-Marie et moi, nous avons un préjugé contre les anglo-saxons. Pas du tout. Ceux de cette époque étaient comme ça. Mais aujourd'hui, le Canada, c'est... Il y a une colonne qui s'appelle le Québec. Il y a une colonne qui s'appelle Ontario. Donc ça fait Canadien-Français, Canadien-Anglais. Et puis il y a toutes les nations qui maintenant sont reconnues constitutionnellement. Les nations indiennes, les nations métisses et la nation inuit, ceux que nous appelions pendant longtemps esquimaux. Il ne faut plus l'utiliser le mot. Esquimaux était un mot que les Algonquins, donc indiens, utilisaient pour désigner les Esquimaux, qui sont tout à fait différents. Et ça voulait dire, Esquimaux, ça voulait dire les mangeurs de viande crue. Bon, donc on dit Inuit, qui est leur mot à eux, et non plus Esquimaux. Et puis vous avez tout le reste. Et tout le reste, c'est 1,5 million de descendants d'Ukrainiens, je ne sais pas combien de millions de Chinois, de Japonais. Et aujourd'hui, toutes les nations du monde sont représentées. Le Canada a reçu 100 000 réfugiés syriens. Le Canada reçoit tous les jours des Haïtiens qui fuient la violence, la misère, des Libanais, des Palestiniens. Je crois qu'il n'y a pas une nation au monde qui ne soit pas représentée aujourd'hui. Et ceci explique pourquoi Louis Riel, aujourd'hui, le dernier texte qu'a lu Jean-Marie, vous explique pourquoi il y a un jour de Louis Riel. Vous explique pourquoi Donald Sutherland dit « Mon Canada, c'est Louis Riel ». Donald Sutherland est un anglo-saxon. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Jean-Marie ?
On va peut-être visionner le troisième extrait du film, et puis après, peut-être pourrez-vous conclure. Merci. Richardson a jugé aujourd'hui un groupe de 26 métis, dont vos conseillers membres de l'Exovida. En suivant nos bons conseils, ils se sont déclarés coupables afin d'échapper à l'accusation de haute trahison. La défense a affirmé qu'ils étaient de pauvres ignorants, irresponsables, des hommes sauvages des territoires habitués depuis toujours à suivre le chef de la chasse aux bisons. Suivre le chef n'importe où. Le chef comme leur seul espoir. La cour a décidé de ne pas juger 4 autres métis, dont Adolphe Nolin, le fils de Charles. Nolin. Encore Nolin. Dans la race métisse, il n'y a qu'un traître, et c'est Nolin. C'est Judas. Les évangiles le disent. Judas a trahi Jésus, comme Nolin m'a trahi. Mais plus coupable encore, qui ont acheté Judas. Ce sont les scribes, les pharisiens, les premiers prêtres, parce qu'ils avaient peur de la vérité, peur que le peuple arrête de les obéir. En vous opposant à l'autorité de l'Église, en manquant de respect aux prêtres, vous nous obligez à penser que vous avez arrêté de croire, chose impensable. Ou bien que vous êtes, dans le meilleur des cas, un pauvre pécheur, chose que l'on peut remédier avec pénitence et sacrement. Ou bien que vous êtes, dans le pire des cas, un hérétique abominable, sous le mandat de Satan. Dernière chance que je vous donne. Vous n'aurez droit à un directeur de conscience que lorsque vous aurez renoncé à votre fausse mission de prophète. L'archevêque Bourget, le 14 juillet 1875, m'a dit que j'avais une mission, qu'il fallait absolument que je suive. Voici sa lettre. Je la tiens toujours près de moi. Dieu, qui vous a toujours dirigé et assisté jusqu'à présent, ne vous abandonnera pas au plus profond de vos peines, car il vous a donné une mission qu'il vous faudra accomplir en tout point. Vos malheurs et vos égarements viennent de ce que vous avez mal compris votre mission. Je vous le répète une dernière fois. La Sainte Église ne vous accompagnera pas, tant que vous n'aurez pas signé votre abjuration. Jean, qui est ce prêtre? Ce prêtre est un missionnaire, c'est un père oblat qui a joué un grand rôle à ce moment-là, pendant la résistance du Saskatchewan. Il était au Saskatchewan. C'était un missionnaire qui avait passé 20 ans avec les Indiens, et il a considéré, comme ses autres collègues, les prêtres, à ce moment-là, il considérait Luriel comme un ennemi dangereux. Et Luriel est entré en conflit avec l'Église catholique, qui était son Église, parce que, justement, 15 ans auparavant, à la Rivière Rouge, l'Église catholique de l'endroit, les missionnaires de l'endroit, avaient appuyé Luriel et le mouvement. 15 ans après, ce ne sont plus les mêmes, et l'Église, disons, fait partie du système politique canadien, et donc Luriel est un homme dangereux. Et alors, il y a une chose assez extraordinaire que on le voit pas dans le film, mais je peux vous le dire, encore que peut-être à la fin il y a une séquence. Après la mort de Luriel, alors parce que Luriel accepte, il y a une cérémonie d'abjuration qui est terrible, c'est comme Jeanne d'Arc, hein.
vous rappelez que Jeanne d'Arc, à un moment donné, dit qu'elle renonce à ses voix, etc. Bon. Et elle sera brûlée, justement, non seulement comme sorcière, mais comme relapse, c'est-à-dire qui est retombée dans son erreur. Alors Louis Riel abjure, et il assure qu'il sera fidèle à l'Église, et le prêtre l'accompagne jusqu'à la mort. Il passe la dernière nuit avec lui, il l'accompagne jusqu'au... Et il y a une scène extraordinaire, parce que le prêtre pleure, et c'est Louis Riel qui le console en montant à l'échafaud. Et ensuite, ce prêtre est devenu l'agiographe de Louis Riel. Il a dit, j'ai jamais vu, c'est un saint, il est mort comme un saint, il est comme un martyr. Bon, c'est de ces choses qui semblent incroyables, mais la psychologie humaine est quelque chose de très compliqué. Donc le père André est passé d'être l'ennemi mortel de Louis Riel à devenir... je ne dirais pas son disciple, mais presque. Merci. Jean-Marie, vous allez conclure aussi? Je crois qu'il y a aussi quelque chose de très exemplaire dans l'histoire de Louis Riel, c'est que c'est quelqu'un qui croit dans l'esprit, et le clergé, cette institution qu'on appelle le clergé, croit davantage dans la lettre. Et l'esprit prime sur la lettre, et on veut toujours le croire, on veut toujours penser que même si l'Église se trompe, certains membres de la communauté ont entrevu la vérité. Et on a l'impression que Louis Riel est un des membres de cette communauté qui peut voir la vérité, c'est-à-dire celle qu'a lu Jean et celle qui a inspiré Louis Riel quand il écrit cette lettre, où il imagine la réconciliation de toutes les cultures et de tous les peuples, et cet espoir que non seulement le Manitoba, mais le Canada tout entier serait la terre d'accueil de tous les proscrits du monde et de l'histoire. Donc la différence qu'il y a entre quelqu'un qui croit dans cette force, dans cette vérité, et ceux qui appliquent, les membres du clergé, qui appliquent strictement les règles internes au clergé de façon aveugle, très partiale et souvent même parfois presque criminelle. Ceux qui ont effectivement condamné Jeanne d'Arc, mais ceux qui toujours condamnent, dans les cas de l'opposition d'une personne et de la loi du clergé, condamnent la personne qui parle seule. Les prophètes sont condamnés, donc Louis Riel est condamné, et ergo, c'est un prophète. Il est prophète parce qu'il est condamné. Merci à tous les deux.